Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien, nutritionniste et expert en nutrition santé depuis 10 ans et aujourd'hui je vais réagir aux pires tendances perte de poids que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux. T'avais pas dit que tu voulais perdre du gras? Tu devrais pas manger ça. Bah c'est moins calorique que toi et en plus je peux en manger plein. Mais donne quand même, parce qu'en plus c'est du bon gras. Tu devrais pas boire toutes ces cochonneries, tu sais que l'obésité explose. Prends un verre de jus, au moins t'as du fruit. Déjà qu'une orange ouverte, tu sais, t'as déjà perdu tellement de vitamines, alors je te laisse imaginer ce qui te reste dans ton jus. T'as plus rien du tout du fruit, c'est que le sucre. Mais comment tu fais pour manger ça sans grossir? Moi juste je les regarde, j'ai pris 3 kilos. Ok, alors là, pour le coup, loin de moi l'idée de vouloir discréditer ses connaissances ou son expertise, mais je suis pas forcément d'accord avec elle, parce que je pense qu'elle fait une erreur qu'il est grand temps d'arrêter de faire pour aider un maximum de personnes à être en paix avec leur corps et leur alimentation, c'est de ne regarder la qualité d'un aliment qu'en passant par le prisme des calories. Et là, par exemple, au moment où j'ai fait pause, elle exprime par exemple que la personne de droite, qui est celle qui est censée tout faire bien, fait en réalité mal, parce qu'elle croit bien faire avec sa banane, qui fait 110 calories, alors que l'autre à gauche fait mieux avec une mousse au chocolat de 97. Si la mousse au chocolat vous apporte du plaisir, et qu'elle est faite maison aussi peut-être, et que de temps en temps vous en mangez une, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de la mettre en opposition avec un autre aliment comme la banane. Et surtout, c'est pas une bonne idée à mon avis de comparer deux aliments comme ça qui n'ont rien à voir en fait. Non seulement dans ce qu'ils représentent, en termes de plaisir, en termes d'inconscient, en termes aussi de praticité, en termes de goût, et puis on a surtout un produit industriel sucré face à un fruit. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de voir les choses comme ça. Et je pense que de toute façon, toutes ces approches de perte de poids qui sont uniquement concentrées sur l'aspect calorique, c'est un peu un piège. Et de toute façon, on le voit aujourd'hui, cette approche uniquement déficit calorique, bah, elle a un peu fait des dégâts sur les 30 dernières années avec les fameux régimes minceurs. Donc avant de manger moins de calories, assurez-vous de manger de meilleures calories. C'est un sujet très important dont on va parler maintenant, si tu veux bien. C'est le petit déjeuner. Et toi, tu dis qu'il faut bannir le sucre complètement au petit déjeuner. Alors, les fruits entiers, c'est OK. Le raisin, c'est toujours OK. Mais en fait, le petit déjeuner, c'est le pire moment pendant lequel manger du sucre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réveille le matin, ça fait 12 heures qu'on jeûne. Et donc le matin, notre système digestif est complètement vide et est très sensible. Alors, je suis un petit peu plus partagé que notre chère glucose goddess. Je suis pas fan de cette approche, je sais plus quel mot elle utilise bannir ou interdire, de cette approche très extrême de l'alimentation, en fait. Bon, premièrement, ce qu'elle dit sur le sucre est pas complètement faux, c'est-à-dire que effectivement, manger le matin un petit déjeuner qui est très sucré et qui est presque composé uniquement de sucre, un jus d'orange, un bol de céréales avec du lait et un peu de chocolat peut-être dedans, ou encore par exemple, je sais pas, un jus d'orange, du pain et de la confiture, vous voyez, c'est que du sucre tout ça. C'est une très mauvaise idée. Et effectivement, rien que ça peut flinguer tout votre équilibre alimentaire et tous vos efforts. Parce que c'est un repas très important qui va définir beaucoup de choses sur les autres repas de la journée. Tous les repas sont interconnectés en fait. Surtout le petit-déj avec les autres. Par contre, moi je pense qu'il ne faut pas fonctionner comme ça. Premièrement, d'un point de vue physiologique, je pense qu'elle fait erreur. Certes, on est à jeun pendant 12 heures, ou un petit peu moins selon la durée de la nuit, mais il y a quelque chose qui se passe le matin, ou plutôt même 2 heures avant qu'on ouvre les yeux, qu'on appelle le phénomène de l'aube. Notre corps va nous préparer à manger, va nous préparer à nous éveiller et à recevoir de l'énergie pour commencer la journée. Et donc, il va fabriquer 2 hormones, du cortisol, l'hormone du stress, pour nous faire nous lever un petit peu les fesses du lit, et deuxièmement, de l'insuline, l'hormone qui sert à utiliser le sucre comme une source de carburant pour un être humain. Donc, notre corps est prêt à recevoir du sucre. Et je pense même qu'il en faut le matin au petit déjeuner, mais je pense qu'il en faut un peu, naturel, bon, de qualité, etc. Et surtout, en complément d'un repas dans lequel il y aurait à côté des protéines, des fibres, du bon gras et de l'eau. Je pense qu'il faut déjà s'assurer qu'on a ces 4 choses dans le petit déjeuner. Et ensuite, on pense au sucre. Et puis, en parallèle de ça, moi je dis toujours qu'il faut faire attention de pas arriver avec nos gros sabots de nutritionnistes, monsieur je sais tout, dans l'alimentation des gens qui ont peut-être des habitudes depuis 40 ans et vouloir tout révolutionner. Si quelqu'un a pour habitude de manger un petit morceau de pain, complet par exemple, avec une cuillère à café de confiture, 5 grammes, tous les matins depuis 40 ans, et qu'il applique tous les conseils que vous lui donnez pour qu'il mange bien équilibré. Je sais pas, il met des œufs, il met des amandes, il met du thé vert dans son petit déjeuner, il met des fraises par exemple, et qu'il a envie de terminer avec ce petit plaisir qui est son petit morceau de pain, avec sa petite confiture,
pourquoi pas? Si tout le reste de la journée, il est équilibré, et si ce petit plaisir lui donne la force et le réconfort nécessaire pour continuer à manger équilibré sur le reste de la journée, pourquoi pas? Et puis par rapport à ce que je vous disais sur le sucre, moi je pense qu'il en faut un petit peu le matin. Ils peuvent venir des fruits, justement, comme elle le dit très justement, pour avoir quand même ce côté énergie rapidement mobilisable, pour avoir quand même un petit coup de carburant assez rapide pour commencer la journée. Là où le gras et les protéines font leur travail un peu plus tard dans la matinée. 100 calories of cucumber and 100 calories of Nutella. 100 calories of asparagus and 100 calories of butter. 100 calories of mixed greens and 100 calories of a hot dog. J'adore ce genre de contenu. Et ça fait complètement écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur les calories et l'approche uniquement quantitative de l'alimentation, où on se dit mange 1200 calories par jour, par exemple, si tu veux perdre du poids. Et bien là, vous vous rendez compte que si vous choisissez les mauvais aliments, avec des densités nutritionnelles qui sont très néfastes finalement, parce que c'est que du sucre ou que du gras, là pour la knacky, on n'a que des protéines, mais des protéines de très très mauvaise qualité. Et bien finalement, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à avoir une alimentation équilibrée. Parce qu'en termes de volume, vous allez vraiment manger très 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 peu. Et manger, c'est avant tout aussi quand même remplir notre estomac. Donc là, vous allez vraiment avoir des journées qui sont très compliquées. Et en plus de ça, même s'il y a beaucoup de calories à l'intérieur, sucre, gras principalement, à côté de ça, il y a peu de vitamines, de minéraux, voire même d'eau à l'intérieur, qui sont super importants pour votre santé, mais qui, certes, ne contiennent pas de calories. Donc ça, c'est aussi une approche à laquelle faire très, très attention, c'est-à-dire, il ne faut pas manger le moins de calories possible, parce que dans les aliments, il n'y a pas que les calories qui nous intéressent. Il y a plein de choses qui ne contiennent pas de calories et qui sont absolument essentielles pour que vous soyez en parfaite santé. En tête de liste, l'eau, par exemple. C'est intéressant de manger les poissons panés parce que tout le monde les aime, simplement parce que le poisson, il n'a pas un trop fort goût et la panure avec l'huile, ça donne une consistance qu'on aime prendre. Les critères pour choisir un poisson pané en supermarché, 1, il faut qu'il y ait au moins 65% de poisson dans le produit. Ok. Ok. Alors, loin de moi l'idée de vouloir discréditer les compétences de ce cher Jean-Michel Cohen. Mais bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai pas forcément besoin de m'étaler pendant très longtemps, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Non, le poisson pané, c'est pas intéressant du tout. Il y a aucun aspect où je pense que c'est une bonne idée de présenter ça à ses enfants ou à qui que ce soit, en disant que ça peut être une solution à quoi que ce soit. Le fait qu'il précise que le goût du poisson n'est pas fort, pour moi, c'est un peu inquiétant, quoi. Parce qu'en fait, quand on mange du poisson pané, on sent surtout le sel et la friture. Et en fait, c'est éduquer des enfants à des goûts qui ne sont pas les bons. Non, c'est pas ça le poisson. Si votre enfant n'aime pas le poisson avec le goût fort, eh ben vous faites comme nous, on a fait à la maison, vous commencez par des poissons avec des goûts qui sont très très légers, ou des poissons qui sont un peu ludiques, des crevettes, des moules, des choses comme ça. Et puis plus tard seulement, vous proposerez du hareng ou du maquereau à vos enfants. Mais se tromper de combat en évitant de leur présenter des vrais aliments et en leur présentant des merdes industrielles à la place, pour moi, ça a pas de sens. Et puis quand il dit à la fin, assurez-vous que dans le poisson que vous donnez à vos enfants, il y a au moins 65% de poissons, pour moi, ça me rend fou d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 35% de merde industrielle en plus à côté, quoi. Donc, il y a quand même un tiers de l'aliment qui va être complètement néfaste pour votre enfant. Et puis le poisson est de piètre qualité à l'intérieur, vous vous en doutez bien. Donc c'est absolument pas comparable avec un filet de truite sauvage, par exemple, qui serait bourré de choses très intéressantes, telles que des oméga 3 ou de la vitamine D, par exemple. Avant de continuer, je prends juste 5 secondes pour vous rappeler que si vous aimez mon contenu, le meilleur moyen de me remercier et de soutenir mon travail, c'est de vous abonner à cette chaîne. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas. Merci. Voilà ce que je mange quand je suis en déficit calorique. Alors, ce que je recherche déjà dans un premier temps, c'est dans le rayon boisson. Là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là non plus. Ici, là, c'est ça que je cherche. Regarde les calories, il y en a pas beaucoup. Bon, il y a un peu de sucre, hein, mais c'est pas très grave. Regarde-moi ça, là. Ça, c'est tang. Et il y a plein d'autres types de produits de ce style. Et ce qu'il me faut en plus, c'est par ici. Alors, t'as la gélatine qui est comme ça aussi. Tu peux l'acheter aussi. Mais il faut savoir, celle-là, elle est faite avec de la gélatine à partir d'animaux. Donc, on sait pas d'où ça vient. Si ça vient du bœuf, du cochon, etc. Ok. Donc la recette, c'est donc du tang, donc de la poudre qui pique là, comme dans les années 90, et de la gélatine. Bon, je vais pas forcément m'étaler sur ça trop longtemps. Je suis complètement à l'opposé de ce genre de méthode. Au début, je croyais que c'était une blague. Quand je l'ai vu, je me suis dit, à mon avis, il va dénoncer un petit peu, voilà, le côté privation, etc. Et non, pas du tout. Il est très très sérieux. Donc, vous voyez, donc déficit calorique. Donc, il essaye de manger le moins possible entre grandes guillemets. Il veut perdre du poids, ok. Et en fait, là, on est même plus sur de l'alimentation, quoi.
On dirait les trucs qu'ils mangent dans Snowpiercer, là. Je sais pas si vous avez déjà vu les espèces de barres à la farine de sauterelle, pas très appétissantes. Et en fait, là, pour moi, on n'est même plus dans l'alimentation, quoi. On n'est même plus dans la nutrition. Non seulement on n'est plus dans le plaisir, mais en fait, ça n'a plus rien à voir avec le fait de manger, en fait, pour moi. On est vraiment, finalement, dans l'idée de se battre contre soi-même, de, en plus, ne pas forcément apporter à notre corps ce dont il a besoin. Parce que je vous rappelle que même si les régimes sont très à la mode, et même si on a l'impression que le mot calorie est une insulte, nous avons besoin de calories pour vivre. C'est absolument essentiel. Pas trop, les bonnes, en bonne proportion, oui, mais il nous faut des calories. Donc en fait, bon voilà, je vais pas m'étaler plus sur ça, mais je pense que c'est absolument pas une bonne idée de faire ça. Je pense qu'en plus, vis-à-vis du regard des autres, c'est très 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 spécifique. Vis-à-vis de l'image que vous donnez en tant qu'exemple à vos enfants, c'est absolument terrible aussi. Donc bref, je vais pas m'étaler plus que ça. Je vous déconseille ça le plus vivement possible, bien sûr. Yaourt 0% va te faire plus grossir que le yaourt à 3% de matière grasse. Tu consommes du yaourt 0%, du coca 0, tout en version allégée depuis des mois. Quand on retire le gras du yaourt, tu as moins de satiété. Le coca 0, c'est pareil. 0 sucre, bourré d'édulcorants. Et ça entretient ton envie de sucre. Ton cerveau, il attend la récompense, il ne la reçoit jamais. Du coup, il va compenser en cherchant des calories ailleurs. Alors là, pour le coup, je suis plutôt très d'accord avec lui. Donc j'irai pas sur la partie Coca-Cola, mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il dit sur les laitages. Effectivement, des laitages 0%, c'est une mauvaise idée. Premièrement, vous allez avoir beaucoup plus faim ensuite, ou en tout cas, vous n'allez pas nourrir votre corps suffisamment. Donc derrière, ça va se répercuter plus tard sur votre journée. Mais en fait, moi, ce qui m'ennuie surtout, deuxièmement, c'est que en retirant le gras des laitages, on retire quelque chose qui est très intéressant finalement dans un laitage, avec peut-être des vitamines, des minéraux qui vont être très positifs pour votre santé, pour la santé de vos os, pour la santé de votre cerveau, le fonctionnement, etc. Donc, je vous déconseille vivement les laitages 0%. Éventuellement, si en termes de goût, vous préférez le demi-écrémé, notamment le lait demi-écrémé, pourquoi pas. Mais moi, j'ai tendance à vous conseiller des laitages entiers, notamment pour vos enfants. N'ayez pas peur en termes de calories. Dans un laitage demi-écrémé, il y a 1,5% de gras, je crois, et dans un entier, à peu près 3,5. Donc c'est vraiment ridicule d'un point de vue calorique. J'arrête le pain parce que ça fait grossir. J'arrête les pâtes parce que ça fait grossir. J'arrête le riz aussi parce que ça fait grossir. Si t'as l'impression que les glucides te font grossir, il faut absolument que tu écoutes cette vidéo. Les glucides sont stockés sous forme de glycogène. Et pour chaque gramme de glycogène, donc on va dire glucides, tu stockes environ 3 à 4 grammes d'eau. Exemple concret, tu manges 100 grammes de pâtes, sur la balance que tu vas voir, c'est plus 400 grammes. Non. Non. Et non. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je vous explique. Alors, tout en respectant bien évidemment les compétences et l'expertise de cette dame, ce qu'elle dit est vrai, mais ça s'arrête très tôt en fait, parce que finalement, oui, notre corps peut stocker une partie du sucre que l'on consomme sous forme de glycogène. Des petites molécules de sucre, on va dire, qui vont se coincer dans les fibres de nos muscles et dans notre foie, et qui vont servir de réserve de carburant d'urgence. C'est du carburant très rapide à mobiliser, au cas où. Et en effet, il y a toujours de l'eau qui est un petit peu entraînée avec ce glycogène pour le stocker. Ça, c'est complètement correct ce qu'elle dit. Mais là où elle fait fausse route, c'est que la capacité du corps à stocker du glycogène est complètement limitée. Par exemple, une femme d'environ 60-70 kg ne peut pas stocker plus de 150 à 200 grammes de glycogène maximum dans l'entièreté de son corps. Et une femme qui est sportive de très haut niveau, par exemple une marathonienne, entre 700 et 750 grammes à peu près. Donc cette capacité qui fait qu'à chaque fois que vous mangez du sucre, il y a 3 fois plus d'eau qui va avec, et que 1 gramme de sucre finalement, ça pèse 4 grammes à cause de l'eau qui va avec, c'est faux. Parce que c'est pas systématiquement comme ça que ça se passe. Et quand bien même, il y a dans notre corps un mécanisme de circulation de l'eau où l'eau se déplace, quoi. C'est-à-dire que vous avez quand même remarqué que, je sais pas, on boit, on transpire, on urine, elle n'est pas installée à l'intérieur de notre corps indéfiniment, cette eau. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est pas une très très bonne idée de faire ce type de contenu, parce que premièrement, c'est pas complètement vrai, et deuxièmement, on tape encore une fois sur les féculents, on tape encore une fois sur les sucres. Et c'est comme ça que moi je me retrouve souvent en consultation avec des patients et des patientes qui se les interdisent et qui du coup, premièrement, manquent un peu de plaisir dans leur alimentation, parce que le pain, les pâtes et le riz, c'est quand même plutôt pas mal d'en manger un petit peu de temps en temps, surtout si on aime ça. Et deuxièmement, manque de carburant, parce que je le répète encore une fois, le sucre et les calories ne sont pas un gros mot, c'est du carburant. Il en faut. Dans les bonnes proportions et du bon, oui, mais il nous en faut. Parler des 3 aliments qu'il faut éviter. Vas-y. Les galettes de riz. Ah bon? Oui, on Il y a beaucoup de femmes qui sont très fans des galettes de riz parce Pourquoi? qu'elles regardent le nombre de calories. C'est des produits ultra transformés. Ouais. Et du coup, comme c'est des produits ultra transformés, ça fait monter très très vite la glycémie. Et donc, gros stockage. Entièrement d'accord avec Nathalie, qui est nutritionniste. Les galettes de riz, là, c'est un piège.
incroyable. Ça a été énormément mis au goût du jour avec le régime Dukan, où on en mangeait énormément, on conseillait d'en manger énormément pour suivre ce régime-là. Mais ce qu'elle dit est entièrement vrai. Les procédés industriels, surtout ceux qui sont très violents pour les produits céréaliers, vont faire en sorte que des aliments tels que les galettes de riz ou des choses à base de blé ou maïs ou quelques farines que ce soit, vont devenir de réelles bombes de sucre. En fait, on transforme une céréale, donc ce qu'on va appeler un sucre lent, qu'on va appeler de l'amidon par exemple. Et dans des procédés comme cela, qu'on appelle des procédés de soufflage, on va vraiment découper cet amidon en toutes petites molécules de sucre. Et quand on va manger cet aliment, ces toutes petites molécules de sucre vont être digérées hyper rapidement. Donc vous vous retrouvez à en manger des quantités phénoménales ou encore une fois vous battre contre votre faim. Ce ne sont pas du tout des aliments que je vous recommande. Absolument pas. Complètement d'accord avec elle. Le Big Mac, pour moi, c'est un top produit. Le cheeseburger, c'est un top produit. Les potatoes de luxe, c'est un top produit. Les nuggets, c'est un top produit à condition d'en prendre 8 ou 9 et pas plus. Bon, encore une fois, avec tout le respect pour les compétences et l'expertise du docteur Jean-Michel Cohen, vous doutez bien que je suis absolument pas d'accord avec lui. Un petit peu d'humour ici, vous l'avez peut-être déjà vu passer cet extrait, il avait un peu fait parler, un peu de taquinerie ici. D'ailleurs, il l'a supprimé de sa chaîne, ce format-là. Bien évidemment que ce ne sont pas des top produits, bien sûr que je vous les déconseille le plus possible, que ce soit des nuggets ou autre, hein, on est vraiment sur pire chose possible et vous le savez très bien de toute façon. Mais encore une fois, il n'y a pas d'interdit, on se fait un petit plaisir de temps en temps. Là, on est quand même sur quelque chose dont vous êtes nettement plus conscient que certains pièges qu'il peut y avoir dans l'alimentation. Par exemple, les galettes de riz, on vient d'en parler, je vous dis c'est pas un aliment très intéressant, waouh, ça peut vous surprendre, ok ? Là, on est quand même sur un McDo. Vous le savez que c'est quelque chose qui va vous éloigner de votre équilibre alimentaire si c'est ce que vous recherchez et vous faire prendre du poids. Donc, encore une fois, pas besoin de vous infantiliser, pas besoin de vous dire un McDo par semaine ou un cheat meal par semaine, je suis pas du tout là-dedans, mais soyez conscients et conscientes que moins vous mangez ce genre de choses, mieux c'est, bien évidemment, pour votre portefeuille, pour la planète, pour votre santé, pour celle de vos enfants. Mais encore une fois, c'est une discussion à avoir avec vous dans votre cerveau, à voir à quel point ce genre d'aliments sont importants pour vous ou pas, et vous en priver complètement est possible ou pas, et ou frustrant ou pas. Encore une fois, je le répète très souvent, et c'est l'un des piliers de la méthode Nutri-Scope, ne jouez pas un jeu. Si de temps en temps vous avez besoin d'aller prendre une petite planche de charcuterie avec une bière, avec un ami, ou même sans bière, ou de temps en temps un petit fast-food, et que tout est bien fait à côté, en termes d'activité physique, en termes d'hydratation, en termes d'équilibre alimentaire, faites-le, c'est pas grave. Ne vous mentez pas à vous-même. Et essayez d'adopter des habitudes que vous allez tenir sur la durée. Mine de rien, ça fait bosser un peu les abdos en plus. Bon, bien sûr, celui-là, je l'ai pris parce que je trouvais que ça faisait du bien de mettre un peu une petite pointe d'humour, une petite pointe de légèreté. Et j'aime bien cette notion quand même un peu d'équilibre. J'explique souvent que l'une des 3 valeurs sur laquelle j'ai construit le Nutri-Scope, c'est la bienveillance. Parce que quand j'étais en surpoids et que moi j'allais voir des nutritionnistes ou des médecins, ils étaient toujours hyper méchants, hyper culpabilisants avec moi, alors qu'en plus j'étais juste un ado. Et je trouve que c'est bien des fois de remettre de la légèreté. Je suis très content de voir qu'en 10 ans, la nutrition est beaucoup sur le devant de la scène. Les gens reprennent soin de leur alimentation, etc. Malheureusement, les chiffres de santé publique montrent que ça fait pas forcément son effet, quoi. Notamment à cause de certaines conneries qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est souvent avec un angle un peu dramatique, avec bien évidemment de la souffrance, les maladies, les choses comme ça. Mais je pense que c'est important de temps en temps de se rappeler qu'on ne fait que parler d'alimentation, en fait. On ne fait que parler de bouffe. Il n'y a rien de si grave que ça. Et si vous avez la bonne méthode avec quelqu'un qui vous accompagne, qui prend en compte tous vos goûts, votre profil, vos besoins, vos potentielles pathologies, etc., vous allez forcément finir par perdre du poids. Je ne crois pas aux pertes de poids qui sont bloquées. Depuis le temps que je fais ce métier, j'ai réussi à débloquer quasiment à chaque fois des métabolismes qui étaient bloqués. Bien évidemment, par contre, il faut derrière aller chercher d'un côté hormonal, côté habitude alimentaire, côté métabolisme, côté sommeil, côté stress, bien sûr. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que ça fait du bien d'avoir comme ça ce contenu de Justine Galis qui permet de souffler un peu. Et d'ailleurs, bon là, elle prend de l'alcool, vous le savez, je vous le répète souvent, si vous pouvez vous passer d'alcool, passez-vous-en. Par exemple, le jeûne intermittent dont tout le monde parle, c'est moi. C'est 2014 et j'ai la preuve. Parce que le livre sort en 2014, il s'appelait « J'ai décidé de maigrir » et c'est la première fois où on parle de jeûne intermittent. Et après... Alors... Quand j'ai commencé mes études de diététique, en 2010, j'ai acheté pas mal de bouquins et j'en ai lu plusieurs. Des bouquins, je me rappelle lire La diététique du cerveau, Nous sommes ce que nous mangeons, Pourquoi je ne maigris pas, bref, pas forcément des choses qu'aujourd'hui je lirais, mais à l'époque, comme je commençais, j'attaquais la diététique en prenant les choses comme ça. Et j'avais lu des bouquins sur le jeûne intermittent. Et on était en 2010. Et je crois avoir lu plusieurs travaux
de certaines équipes américaines qui parlaient du coup être à l'origine des recherches faites sur le jeûne intermittent, etc. Donc, à moins qu'il y ait eu voyage dans le temps, entre 2014 et 2010, non, je pense pas que ce soit le cas. Bah écoutez, ici aussi, j'aime beaucoup ce genre de contenu. C'est très, très, très visuel. C'est très bien fait. Et vous voyez finalement que, encore une fois, ce fameux prisme de la calorie, ça veut pas dire grand-chose. Si vous avez, par exemple, un plan alimentaire, bon là, c'est 3000. Prenons quand même ce 3000, c'est pas grave, mais c'est beaucoup 3000. C'est à peu près ce que je mange, moi. Moi, je suis à peu près à 3002, 3005, 3007, selon là où j'en suis dans ma vie avec le sport. Mais si vous avez, par exemple, un plan alimentaire à 3000, vous comptez toutes vos calories et vous vous dites, c'est bon, j'ai 3000 calories, je vais perdre du poids, ou alors, pourquoi est-ce que je ne perds pas, je ne comprends pas. Là, vous avez l'illustration, finalement. Parce que c'est pas uniquement le total calorique qui joue, même si bien évidemment, c'est super important, mais c'est surtout par quoi sont représentées ces calories. Gras, fibres, protéines, alcool sont les 4 choses qui peuvent nous apporter du carburant. Comment est-ce qu'on les répartit? Est-ce qu'on met des fibres à l'intérieur ou pas? Et là, vous voyez à droite que par exemple, des fibres, il y en a énormément, avec énormément de fruits, énormément de légumes. En plus, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de couleurs. Donc là, vous allez nourrir votre corps de la bonne façon, en lui apportant la bonne quantité de calories, les bonnes calories, et en plus de ça, lui apporter plein de choses très intéressantes pour la santé. Quelque chose dont je parle parfois, c'est les pigments. Pigment vert, chlorophylle, pigment rouge, lycopène, pigment orange, caroténoïde, pigment violet ou rose, anthocyane. Ces 4 types de pigments sont super intéressants pour exercer une action protectrice préventive dans le développement de certains cancers. Et c'est intéressant d'avoir comme ça, si possible, tous les jours, au moins une fois chacun de ces 4 pigments. Il y a des moments dans l'année où c'est plus compliqué que d'autres, notamment avec la couleur violette qui est assez rare, qui est très présente en automne, mais sur les autres jours de l'année, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous pouvez faire ça, s'il vous plaît, faites-le. Et puis on n'est pas obligé d'ailleurs d'être aussi strict que lui, hein. Vous pouvez tout à fait prendre 1000 calories, c'est-à-dire un tiers des pâtes qui sont sur la gauche, et 2000 calories de ce qu'il y a sur la droite, et ça peut faire quelque chose d'équilibré aussi, hein. À part un peu de maïs, et comme ça vient des États-Unis, je suis pas sûr que là-bas ils le considèrent vraiment comme féculent. Je pense que là on est encore une fois un peu dans une guéguerre vis-à-vis des féculents. Attention encore à ça, il n'y a pas d'interdit, tout est une question de dosage. Voilà, écoutez, j'espère que ce contenu vous a plu. J'ai essayé d'être plutôt dans l'humour, de pas être trop taquin avec certains de mes collègues dont je partage pas forcément les valeurs. Attention, l'important c'est quand même que vous mettiez toujours votre santé entre les mains de personnes qui sont diplômées. Donc même si j'ai une vision de la nutrition et de la santé qui est pas forcément la même que mes confrères ou mes consoeurs médecins ou thérapeutes, c'est important de respecter quand même l'expertise de chacun. Par contre, respectez l'expertise de personnes qui ont une expertise. Moi, toutes ces personnes qui sortent de nulle part sur les réseaux, qui se prétendent coach, conseiller minceur ou des titres qui n'existent pas et qui n'ont aucune compétence, là par contre pour le coup je suis nettement moins tendre parce que c'est tout simplement des comportements qui sont dangereux. Les autres qui sont diplômés, aucun problème, même si on n'est pas forcément d'accord. Dans les légendes auxquelles il faut tordre le cou, il y avait par le passé cette histoire qui disait que les œufs donnaient du cholestérol. J'ai donc décidé d'en manger 240 en 2 mois pour voir quel impact ça avait sur ma prise de sang. N'hésitez pas à aller voir ça, je vous le remets juste ici. À très bientôt, prenez soin de vous, salut.